Bonjour mes amis, on va avoir beaucoup de concepts dans cette vidéo aujourd'hui. À mon sens, ça va vous apporter un éclaircissement complet sur la personne de votre entourage qui est perverse narcissique, que ce soit en amour, dans le travail, dans votre famille. On va voir pourquoi est-ce qu'il a peur de ton amour et pourquoi est-ce qu'il a du mal avec l'intimité. C'est une chose que tu as déjà dû ressentir. Quand tu l'embrasses, tu as l'impression d'embrasser un bout de viande, un mur, un sac de riz. Tu as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de sentiments derrière. Tu as l'impression que tu as au début eu accès à beaucoup d'amour et que tu n'as plus rien eu par la suite. On va voir pourquoi est-ce que l'amour est insupportable, pourquoi est-ce que ça peut même leur faire peur, quasiment une peur intime, de vitale, j'ai envie de dire. Et on va voir aussi que ça démarre souvent par une phrase qui est « Je suis parfait ». Mettez-moi en commentaire si votre pervers narcissique vous a dit cette phrase. « Je suis parfait ». Je suis génial, je n'ai aucun défaut. Mettez-moi ça en commentaire ou mettez un like à la vidéo. On va voir en quoi cette phrase est reliée à sa peur de l'amour. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste là. Et si vous souhaitez me contacter, mon équipe est en vacances, c'est moi qui décroche au téléphone, c'est juste en dessous. Alors, c'est étonnant. Une personne qui se sent parfaite. Je vais évoquer aujourd'hui des concepts qui vont vous paraître dingues ou impossibles si vous êtes une personne saine. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible que ça existe ce genre de choses. Oui, majoritairement, tous les pervers narcissiques se pensent parfaits et uniques, et une majorité le dit. Une autre partie a appris à ne plus le dire. Parfait comme une personne chouette, juste un peu sympa, le meilleur de votre groupe d'amis, non. Parfait comme un dieu. Parfait comme un demi-dieu qui serait sur Terre. C'est une personne qui n'arrive pas à se remettre en question. Et la raison à ceci est simple, c'est qu'il n'arrive pas à admirer un objet externe. La seule chose qu'il sait admirer, c'est lui-même. Parce que si jamais il admirait quelqu'un, il t'admirait toi par exemple, il admirait un chanteur à la télévision, il admirait quelqu'un de ta ville, ça signifierait que il admire l'autre et que donc l'autre a plus de valeur. Mais si l'autre a plus de valeur, ça signifie que lui-même n'est pas parfait. J'ai eu des situations hallucinantes en coaching où on m'a dit, à la télévision, parfois mon père narcissique me disait, mais ce mec-là qui chante, c'était un grand chanteur connu d'un groupe de rock, c'est pas très compliqué ce qu'il fait, je pourrais chanter mieux que lui, je joue mieux de la guitare. Et là, sa partenaire me dit, mais tu joues même pas de guitare, tu chantes même pas. Il dit, oui, mais c'est super simple de faire ça. Donc, même devant une star de télévision, ton pervers narcissique se pense supérieur, se pense au-dessus de tout ça. Si une chose externe était mieux que lui, s'il admirait quelque chose d'externe, ça signifierait qu'il n'est pas parfait, et donc que son château de cartes mental, son ego qui est construit de manière assez fragile, irait s'écrouler. Il ne s'autorise donc à n'admirer que lui-même, ses objets internes, tout ce qui le compose dans sa tête. Et quand tu arrives dans sa vie, il va faire quelque chose. Il va prendre une photo instantanée de toi, automatiquement, mentalement, et il va l'améliorer, comme s'il la photoshopait, comme s'il retouchait cette photo pour qu'elle soit parfaite. Et lorsqu'il va traiter avec toi, quand vous allez échanger ensemble, il ne parlera pas à qui tu es en réalité, mais il va parler, au début en tout cas, à cette version photoshopée de toi, cette version qui est sublimée, et qui va tenter d'internaliser. Un exemple tout simple, tu as des qualités, tout d'un coup il va se les attribuer à lui. Un peu comme une espèce de monstre qui te dévorait et puis qui s'attribuerait ce qu'il a avalé. Vos spécificités, c'est aussi les siennes maintenant. Ou tout d'un coup ta réussite, sociale, professionnelle, amicale, c'est grâce à lui. Tout ceci devient sa propriété. Il t'aspire, t'internalise et il peut du coup, c'est pas idéaliser l'autre, mais il va co-idéaliser. La somme de nous deux fait que je me sens supérieur. Votre rôle en tant qu'objet devient donc de l'aider à monter de valeur. Et du coup, est-ce qu'il s'idéalise encore plus et à ce qu'il soit encore plus parfait? Je vais vous donner un exemple qui va vous parler, que vous avez peut-être déjà vécu au passage. Vous arrivez dans un groupe d'amis, vous rencontrez une nouvelle personne, un nouvel homme, une nouvelle femme, et d'un coup vous sympathisez. L'autre vous trouve génial, trop beau, et vous savez que c'est faux. Vous savez que vous n'êtes pas si génial que ça, pas si beau, pas si rigolo, mais c'est pas grave. Et du coup, cet homme ou cette femme vous prend par la main et vous présente plein d'autres personnes. Je vous présente Claire, Léa, Antoine, Eric, je vous le présente, il est génial, etc. À ce moment-là, il se passe deux choses simultanément. Toi, tu te sens glorifié qu'une personne te considère de manière aussi chouette, t'idéalise un petit peu, et l'autre, de par ta présence, est aussi une personne qui a pris de la valeur. Ce n'est plus que lui, c'est lui plus un objet brillant qui est à côté de lui, qui tient par la main.
J'ai pris une illustration, j'ai tapé monstre glouton dans Google. Je suis désolé, je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être quelque chose d'une bande dessinée pour enfants. Imagine ce monstre noir, il rencontre des petits pions noirs autour de lui. Il les mange, il les idéalise. Ils ont l'air trop bons. Il les mange et devient de plus en plus gros en les mangeant. De plus en plus fort, de plus en plus parfaite. La question qu'il se pose quand il rencontre quelqu'un qui est nouveau, c'est est-ce que cet objet, l'objet, on parle bien de toi, hein, ou moi, ou toutes les victimes de pervers narcissiques, est-ce que cet objet va accepter de fusionner avec lui? Est-ce qu'il va pouvoir avaler cet objet et en faire une nouvelle partie de lui-même? Il y a Sam Vaknin qui parle de fantasme partagé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les deux, vous allez créer un univers qui n'est plus du tout réel. Il va faire un test tout simple pour savoir s'il peut vous dévorer et donc démarrer cette phase de co-idéalisation. Il va faire ce qui s'appelle un love bombing. Alors attention, hein, pas qu'en amour, il peut faire ça à son travail, il fait ça avec tout le monde, toutes les personnes qu'il croise. Amitié, travail, amour, famille, partout. Et si vous répondez bien à ce love bombing, à ce déferlement d'amour et d'idéalisation, de co-idéalisation, dans ce cas-là, il vous adore. Et implicitement, dans un espèce de contrat moral qui est signé entre vous deux à ce moment-là, il vous adore, il vous engloutit et vous acceptez de perdre votre autonomie. Vos besoins, c'est fini, on s'en fiche. Vos envies, on s'en fiche. Vous devenez juste une partie de cette personne. Si jamais vous n'acceptez pas son love bombing, ça arrive. Il y a des gens qui refusent ça, qui n'ont rien à faire, à son travail, en amitié, en amour. Dans ce cas-là, vous devenez un ennemi. Il n'y a pas de case grise entre les deux. Vous êtes soit quelqu'un qu'il va adorer au début puis détruire, soit vous allez être un ennemi. Tout le monde est mis dans l'une de ces cases. Sauf qu'en réalité, il y a un problème là-dedans. C'est que personne n'est parfait. Ton père narcissique n'est pas parfait du tout, malgré ce qu'il dit. Et tu n'es pas parfait non plus. Sauf que toi et moi, on le sait. On sait qu'on a des qualités, on sait qu'on a des défauts. Je sais par exemple que j'ai le vertige. Je sais par exemple que quand j'ai pas assez mangé, pas assez dormi, je suis grognon. Je le sais. Je ne me bats pas pour prouver aux gens que c'est faux. Non, j'en ai conscience. On a tous une partie lumineuse et on a tous une part d'ombre, comme ça a été évoqué maintes fois dans les livres de psychologie. Alors, il fait cette photo de toi, instantanée, il l'améliore, il la présente à tout le monde, il t'ingère, mais comment est-ce qu'il va pouvoir vivre dans le temps avec cette illusion? Tu n'es pas vraiment cette photo qu'il a photoshopée. Tu arrives dans sa vie avec tes défauts également. Parfois tu boudes, parfois tu t'énerves, parfois tu râles, parfois tu n'es pas content. La perfection n'existe pas. Mais il va devoir défendre ce point de vue le plus longtemps possible pour les autres, mais avant ça, il va devoir le défendre pour lui. Tu l'as aidé à prendre plus de valeur, il doit continuer de se faire croire à lui-même que c'est vrai, que tu es réellement une personne parfaite. Ce qu'il fait entrer, pas au tout début, pas les premiers jours, mais au fil du temps, au fil des semaines, ça le fait entrer dans une grande dissonance. Et la preuve, à la fin du love bombing, il te rabaisse. Il te met plus bactère, il te fait bien comprendre que lui est parfait et que toi, tu ne l'es absolument pas. C'est une stratégie qui est vitale, sinon il se désintégrerait. Il aurait peur que ce soit la fin de sa vie. On en reparlera dans un instant pour comprendre ceci. Et il va se passer, je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Un jour sans fin. Dans ce film, une personne revit la même journée en permanence. Là, ton pervers narcissique va rejouer le même scénario en permanence. Il rencontre quelqu'un, co-idéalise, il l'absorbe, il se prend ses qualités, puis il le descend. On a donc affaire à une personne ou à une personnalité qui est dite fragmentée. Il est juste constitué d'éléments, de choses qu'il a ingérées précédemment. Il n'a pas de propre identité à lui-même. Quand on se pense parfait, c'est quoi notre identité? À part être Dieu, c'est quoi notre plus-value? On aime souvent les gens qui ont un peu de rugosité, qui sont un peu avec leur propre caractère, qui ont leurs propres idées, qui ne pensent pas forcément comme tout le monde. On ne serait peut-être pas amoureux de quelqu'un qui serait parfait. On a besoin parfois d'aimer les petits défauts de l'autre. Son ego est artificiel et il en vient, à un moment donné, à se méfier des objets qu'il a ingurgités, des objets qui le constituent aujourd'hui. Parce que certains se sont avérés être mauvais. En réalité, la majorité de ceux qu'il a ingérés se sont avérés être mauvais, comme par exemple tous ses ex qu'il a dégagés de sa vie. Ce qui va le mettre dans une hypervigilance externe vis-à-vis des autres, une espèce de paranoïa. Qui lui veut du mal? Qui parle de mal de lui? Qu'est-ce qui se passe pour savoir qui est bon, qui est mauvais? Et cette hypervigilance externe représente juste une hypervigilance interne des propres parties qui constituent son cerveau. Il est méfiant de sa propre représentation, il se déteste et il a honte de lui en permanence, ce qui le met dans ce cycle où il doit en permanence aller chercher d'autres personnes, les ingurgiter pour tenter artificiellement de monter le tout. Il y a quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas dans les stages de l'enfance, c'est que au tout début,
en dessous de 6 mois, l'enfant a l'impression de former un seul avec sa mère. Il n'a pas conscience, on a parlé de ça dans une vidéo il y a quelques jours, il n'a pas conscience d'être un objet séparé. On est toujours dans ses bras, on se nourrit à son sein, quand la mère se réveille, l'enfant se réveille et inversement. On est une seule et même personne. Et puis un jour, l'enfant grandit, comprend qu'il est une personne différente et quand sa mère le nourrit, il la considère comme étant parfaite. L'enfant, globalement, pense ses parents parfaits. Moi, je me souviens à 14 ans d'avoir réalisé que mon père avait besoin de lunettes. Mon père n'était pas parfait. Peut-être avant, je me souviens plus, mais tu comprends que tes parents que tu as idéalisés petits ne sont pas parfaits. Ils t'ont dit de faire des choses, ils t'ont donné des ordres, et parfois ces ordres étaient faux. Mais ça, tu l'apprends avec le temps. Un enfant, un nourrisson en bas âge, n'a pas cette capacité, n'a pas cette compétence de faire la part des choses entre le bien et le mal, entre nos deux parties, notre partie positive, nos qualités, et nos défauts. Pour un enfant, sa mère est parfaite. Et si jamais elle disparaît parce qu'elle change de pièce ou qu'elle ne le nourrit pas, il pleure en ayant un doute, de manière binaire. Est-ce que ma mère est parfaite ou pas? Et probablement que oui, elle est parfaite, mais que moi, nourrisson, je ne suis pas parfait. Et c'est pour ça que j'ai plus le droit d'avoir à manger, plus le droit d'avoir ma mère. L'enfant va grandir et puis il va classer les gens dans deux catégories. Bon ou mauvais? Ne parle pas à un étranger dans la rue. Les étrangers sont mauvais. Ok, catégorie mauvais. Attention à cette personne, attention à ce chien qui est mort. Ok, catégorie mauvaise. Lui, par contre, tu peux lui faire confiance. Ok, catégorie bonne. C'est binaire. Et après 2 ans, ça va se développer. Avec les années, on va arriver à mettre de la nuance dedans. Par exemple, on peut dire, je comprends que cette personne a une partie qui est positive, pleine de qualité, et que cette même personne a aussi des parties négatives, avec des défauts. Je le comprends et je l'intègre. Je n'ai plus une pensée binaire sur les gens, je suis plutôt dans une zone de gris que je vais mettre plus vers mauvais ou plus vers bien par rapport aux interactions qu'on a ensemble. En grandissant, en devenant adolescent, il apprend à intégrer lui-même ses bons aspects et ses mauvais aspects. Pour finir adulte, je suis libre, je me suis séparé de ma mère, j'ai une individuation, je suis différent de cette entité, je suis libre, je réalise que tout le monde sur Terre a des défauts, a des qualités. Sauf que le pervers narcissique n'a pas vraiment ce schéma de vie. Il n'arrive pas à intégrer ses mauvaises parties. Un peu comme un borderline qui passerait de « je suis entièrement bien » à « je suis entièrement mauvais ». Le pervers narcissique n'arrive pas, lui, à intégrer ses mauvaises parties. Il est resté à un stade qui est entre 6 mois et 2 ans, où il va considérer que lui est parfait, et le problème, ce sera les autres. Il reste bloqué là-dedans, et d'ailleurs, si vous remarquez bien dans l'évolution des pervers narcissiques, c'est pas aussi visible que ça entre 6 mois et 2 ans, mais ça va s'amplifier avec le temps. Il n'a pas réussi à sortir de ce scénario, et au début, un enfant de 2 ans ne te dira pas « je suis parfait », mais ça va venir par la suite. C'est juste au début une tendance, il a du mal à intégrer ses parties négatives, il a du mal à voir ses propres défauts, ça commence comme ça, et puis avec le temps, ça va devenir de pire en pire, jusqu'à l'adulte que tu as fréquenté dans ta vie, qui peut avoir 20 ans, 30 ans, 70 ans, qui va te soutenir que oui, il est parfait, il n'a aucun défaut, et il est sûr de lui. Ce sont toutes ces expériences de vie qui vont l'emmener à s'enfermer dans cette même position qui fait qu'il n'arrive pas à rentrer en thérapie pour en changer, ni à s'améliorer. Il est bloqué en permanence à l'étape 1, celle de la mère. Il n'arrive pas à voir que lui-même a des problèmes. Et il rejoue la scène en permanence dans toute cette relation. Alors, il est bloqué entre 6 mois et 2 ans psychologiquement sur ce point de vue. Dans d'autres domaines, il peut être un peu plus âgé. Par exemple, il peut bouder comme un enfant de 6 ans. Ou alors, il peut avoir parfois des disputes qui seraient dignes d'un enfant de 9 ans. Mais tout va démarrer par cette individuation qui a eu du mal entre 6 mois et 2 ans et qui va déclencher par effet boule de neige plein d'autres choses qui vont réduire son développement au fil des années. Sa psychologie est complètement désorganisée, c'est le chaos, et tu as affaire à une personne qui au final est instable, qui va tenter en permanence d'avaler, et puis qui va vomir les autres. On a dit dans d'autres vidéos que l'envie était au cœur de ses préoccupations. Tu as quelque chose, il le veut. Tu possèdes une maison, maintenant il veut que ce soit à lui. Ta voiture, elle est à lui. Tout ce que tu possèdes, même ton bonheur, ça doit être à lui. Il envie tout ce qu'il n'a pas. Parce qu'en tant que personne parfaite, il devrait avoir accès à tout sur la planète, comme un dieu qui posséderait tout ce qui se passe sur la planète. Dans sa tête, ce serait normal qu'il possède tout son entourage, tout son environnement. Si jamais il n'a pas quelque chose, il préférera tout détruire. Un enfant narcissique, un jeune adulte narcissique de 20 ans préférera se droguer et dire c'est la faute de mes parents. Il préfère même se détruire lui-même plutôt que de voir quelqu'un d'autre réussir. Il peut juste échouer pour te prouver que tu es la mauvaise personne.
Tu as cherché à lui trouver un job, il a fait exprès d'échouer dans l'entretien d'embauche. Tu vas en thérapie, il va s'arrêter juste 2-3 séances avant la fin de la thérapie, juste pour prouver que ce psychologue n'est pas bon. Si jamais un jour tu es heureux, c'est compliqué à vivre pour lui. Si jamais lui ne l'est pas, il est globalement, ce n'est pas une personne qui est heureuse. Parce que ça signifie que lui c'est le mal et toi tu es le bien. Ce qui vient complètement contredire cette théorie de « je suis parfait ». Donc tu n'as pas le droit d'être heureux si lui ne l'est pas. Par contre, si jamais il te rend triste, si jamais tu es malade, triste, pas bien, là tu verras un sourire. Parce que dans sa tête et dans ces choses binaires qu'il veut te montrer, tu es le mal. Et lui, c'est le bien par rapport à ça. Si jamais tu sors de son contrôle, tu pars avec des amis t'amuser, il ne comprend pas ça. C'est ton Dieu sur terre. Il devrait te contrôler. Tu n'es plus son objet externe si tu pars en voiture faire autre chose. Ça non plus, il ne le supporte pas. Ça va le mettre dans une rage narcissique. Il pense qu'il est le seul bon objet, le seul bon être sur Terre, comme un Dieu. Je sais que c'est dur à considérer et à accepter. Il se pense réellement parfait comme un Dieu. Il pense être la seule et unique personne. Il n'a pas de un. Même Mère Teresa arrive loin derrière. Il possède même Mère Teresa. Il se pense comme la personne la plus parfaite sur Terre. Et il n'y en a pas d'autre. On en reparlera dans un instant. Lui peut posséder tout le monde, mais personne ne peut le posséder. Au moment où tu le rencontres, il pense t'aimer. Il pense rejouer ce fameux scénario où l'enfant aime sa mère. Il va pouvoir rentrer en fusion à nouveau, et c'est ce qui fait à merveille dans la phase de love bombing. Mais il y a quelque chose d'effrayant là-dedans. Parce que si jamais tu l'aimes, tu auras accès à sa psychologie intérieure. L'amour, l'amitié, c'est globalement livrer ses failles et ses bonheurs à l'autre. C'est accepter de lâcher prise et de partager ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, il est le seul à accéder à sa propre perfection. Personne d'autre ne peut y accéder. Mais si jamais il tombe amoureux, ou si jamais tu l'aimes, ça signifie que tu vas te rapprocher de lui dangereusement, et que tu pourrais, par exemple, devenir toi aussi parfait, comme lui, parce que tu comprendrais ce qui se passe en lui. Ou alors que lui deviendrait imparfait à force de te fréquenter, parce que toi, dans sa tête, tu n'es pas du tout parfait. Tu es sale, tu es hideux, c'est pas bien, ça marche pas. Donc, ce Dieu se rapproche de la boue, avec deux problèmes qui le rendent dingue. J'en parle avec des exemples un peu rigolos, mais le problème qui rend dingue, c'est soit la boue va devenir brillante aussi, et dans ce cas-là, vous serez deux à être parfaits, ce qui n'est pas possible, ou soit lui va devenir noir, et ce n'est pas possible non plus dans sa façon de le voir. Il préférera tout détruire votre relation, et peut-être même se détruire lui-même. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu ça. Il devient boulimique, il fume beaucoup, il fait n'importe quoi dans sa vie. Il préfère tout détruire plutôt que voir de l'amour entrer dans sa vie, parce que ce serait trop compliqué, ce serait trop dangereux pour lui. Personne ne doit accéder à sa perfection. Dans sa tête, quand tu lui dis « je t'aime », ce que tu lui dis, la manière dont il comprend, c'est « je te possède, tu es à moi ». Et un demi-dieu n'est pas possédé par quelqu'un. Et donc, les phrases que tu vas avoir, c'est des critiques. T'es trop comme ci, pas assez comme ça. Il te demande de changer. En réalité, il t'avait idéalisé au début, mais il n'arrive pas à tenir cette dissonance cognitive. Il est instable et il finit par te critiquer un grand coup. Non, l'image d'Épinal qu'il a faite dans sa tête n'existe pas. Il s'est trompé. Il a ingéré un mauvais objet qu'il doit détruire, qu'il doit vomir. Il te critique donc. Il te demande de changer. Il va te dire... En gros, je suis parfait et toi, tu es mauvais. Il va te dire aussi tout est de ta faute, quoi qu'il se passe. Il te trompe avec la voisine, elle te trompe avec le voisin. C'est de ta faute. Moi, je suis parfait. Tu m'as poussé à faire ça. Tu me pousses à gâcher ma perfection et je me demande ce que je fais avec toi. Et là, il t'explique qu'il y a deux choix. Où tu changes, tu es bien obéissant et il accepte de te garder en lui, de t'ingérer, de te garder dans son ventre de monstre, comme on a dit tout à l'heure. Ou alors tu refuses, dans ce cas-là, il va te détruire et il va demander à tout le monde de te détruire aussi. Tu vois cet objet là-bas, il est mauvais. Vous ne devez pas vous en approcher. Cet objet est mauvais, je me suis trompé sur lui. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé à comprendre le fonctionnement interne des pervers narcissiques. Si vous souhaitez faire le quiz, il est juste là. Contactez-moi, il y a des liens qui sont juste en dessous. Salut à tous, bye.